Bienvenue sur ce Café Couple. Ce soir avec moi sur un thème qui concerne la relation amoureuse, la relation de couple, que j'ai choisi de donner, que je trouve un sujet magnifique à traiter, qui est très peu traité dans les médias ou ailleurs. Ouais, je trouve qu'il y avait un bruit de fond, mais bon. Qui est partager l'intimité au sein d'une relation, notamment la relation de couple, une relation amoureuse. En général, dans les médias, on entend plus parler de comment séduire un homme, comment atteindre l'orgasme, comment ne pas se lasser, avoir du désir jusqu'à la fin des temps. Donc ça, c'est des sujets qui sont commerciaux, on va dire, qui marchent bien. Le sujet de l'intimité est pas commercial. Il ne fait pas couler beaucoup d'encre. Peu de personnes ont réellement écrit sur ce sujet-là. Et pourtant, avec ce sujet, on touche au précieux, je trouve. On touche au sensible. On touche à la qualité de la relation que l'on peut induire ou pas. Et à tout ce qui nous empêche d'être au cœur de la relation intime avec l'autre. Donc pour traiter ce sujet, je vais distinguer deux formes d'intimité qui sont marquantes au sein de la relation. L'intimité qui est connue dans le sens de l'intimité émotionnelle, la confidence, comment je me livre, jusqu'où je me livre, jusqu'où je partage, dans la réciprocité, jusqu'où je me dévoile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'intimité émotionnelle. Et puis il y a la deuxième forme d'intimité dans la relation amoureuse qui est l'intimité physique, géographique même. Donc l'intimité géographique, c'est est-ce que je partage mon territoire avec quelqu'un? Est-ce que c'est simple pour moi? Est-ce que c'est compliqué de partager mon territoire? Est-ce que j'ai besoin de protéger mon espace? Après, dans l'histoire de l'intimité géographique et physique, on a aussi la question de laisser rentrer l'autre, l'intimité, jusqu'où je laisse rentrer l'autre, jusqu'où je fixe des limites. Et puis cette notion aussi, est-ce que je peux laisser la personne m'approcher? Et notamment, l'intimité physique, c'est aussi, est-ce que je suis à l'aise avec le fait d'aller aux toilettes devant lui, d'être moi devant lui, d'aller aux toilettes, de péter, de rôter, d'être moi quoi, juste moi, devant quelqu'un d'autre que moi, qui est censé être mon partenaire de vie, etc. Voilà. Bon. Donc il y a ces questions-là, et il y a la question aussi du partage du lit, par exemple, très concrètement, je partage le même lit que lui, est-ce que c'est simple, quelles sont les difficultés, toutes ces questions inhérentes à l'intimité physique, qui sont vraiment pragmatiques, concrètes, qui se posent à nous et dont on parle assez peu en réalité. Donc l'intimité émotionnelle qui est distincte de l'intimité physique. Deux choses différentes jusqu'à la sexualité, puisque l'intimité physique, c'est aussi jusqu'où je laisse rentrer quelqu'un en moi, pour les femmes, et puis pour l'homme, jusqu'où je vais à l'intérieur d'une femme. Donc on est dans quelque chose de la proximité, jusqu'où je me laisse aller dans cette histoire d'intimité. Dans le dictionnaire, j'ai cherché quand même la définition de l'intimité. Donc l'intimité, c'est la notion de la capacité d'échanger. Est-ce que je suis capable d'échanger? Est-ce que je suis capable d'être dans la transparence, dans l'intimité émotionnelle? Est-ce que je vis de la réciprocité avec l'autre? Et est-ce que j'ose ma vulnérabilité quand je suis en relation? Il y a cette notion d'oser être soi face à l'autre, dans la notion d'intimité émotionnelle. C'est-à-dire, est-ce que je cache? Est-ce que je me cache? Pourquoi j'ai besoin de me cacher? Pourquoi j'ai besoin de tenir une image? Qu'est-ce que je me raconte comme histoire pour ne pas oser être moi et présenter mes fragilités? Enfin, mes fragilités. Ce que je vois comme mes fragilités qui n'en sont pas forcément. Et souvent, j'interprète ce que je suis comme ayant des fragilités et des faiblesses. Il y a des gens qui vont vous dire « j'ai des faiblesses et je ne peux pas les montrer ». Si je les montre,
je vais me faire rejeter, je ne vais pas plaire, je ne peux pas séduire, je ne peux pas être aimé ainsi, donc je ne peux pas me laisser aller à l'intimité. Voilà. Donc la définition de l'intimité dans le dictionnaire, c'est cette capacité d'échanger dans la transparence, dans la réciprocité, en osant la vulnérabilité. Et ça, c'est pas forcément simple. Ce sont les ingrédients majeurs de l'intimité. Vous allez voir que c'est pas forcément quelque chose qui va de soi. Voilà. C'est important de le signaler parce que, à savoir, et je le dis souvent dans mes conférences ou dans mes articles, c'est que une des choses à laquelle on court tous, c'est l'intimité. On court derrière l'intimité. On a besoin de l'intimité. L'intimité, c'est aussi les masques. J'arrête de tenir un masque, j'arrête de tenir des rôles, donc je peux me détendre et être vraiment moi, dans mon entièreté, face à un autre que moi, que j'aime en plus. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de précieux. C'est pour ça que je vous dis, on touche à un sujet hyper sensible ici, qui est vraiment un besoin fondamental de l'être humain, qui est de vivre l'intimité à travers la relation. Et il y a vraiment un besoin. Je pense que si on est honnête avec nous, on court derrière ça. On a envie de toucher ça. Voilà. On court derrière ça, mais enfant, probablement, pour les uns et pour les autres, on a eu des remarques, on nous a fait on nous a évalués, on nous a dressés, on nous a fait des remarques, on nous a humiliés, donc on a certainement des blessures de ça. Et les résidus de ça, c'est qu'on n'ose plus être soi face à l'autre. On se dit, oh là là, si vraiment je présente une image complètement transparente de moi, à ce moment-là, je risque le rejet, je risque de déplaire, de ne pas être aimé, et je vais me retrouver toute seule. Donc, autant préserver, protéger une certaine image et ne pas tout montrer. Donc, on va voir apparaître ici, chez les adultes, deux mouvements radicalement différents. Il y a le mouvement de ceux qui pensent que c'est mieux de protéger un certain jardin secret, ne pas tout dire, ne pas tout dévoiler, garder une intimité, donc mentir quelque part, garder caché. Si je vis caché, je m'en sors mieux, je suis plus en sécurité, je vais garder l'autre. Là, c'est une croyance qui est probablement des traces de blessures anciennes d'enfants vexés, humiliés, rejetés, exclus. Et donc, je crois que c'est mieux de garder un jardin secret. À ce titre-là, je vais développer des arguments en tant qu'adulte, comme quoi c'est bien mieux, il faut garder un jardin secret. Si je dévoile tout devant l'autre, à ce moment-là, ça ne va pas passer. Je ne peux pas être aimée comme ça, c'est juste pas possible. Et on va retrouver aussi, avec cette affaire-là, tout ce qui concerne les lois de l'érotisme. Dans les lois de l'érotisme, on a beaucoup les suggestions de ne pas tout dévoiler, dévoiler un bout mais pas tout, ça fait monter le désir, si je mets tout à nu, je ne suis pas désirable. Voilà, je ne suis pas assez désirable, je ne fais pas assez monter la tension du désir. Donc ne pas tout dévoiler, pour ces personnes-là, en tout cas, qui sont dans ce mouvement-là, c'est bien mieux que d'être en transparence. Donc il y a ce courant-là, on l'entend souvent, qui donc vise à cacher certaines parties dans l'ombre et puis vise à montrer celles qui sont plaisantes. C'est-à-dire je vais montrer le beau, le lumineux de moi, les parties que je crois être aimables et dont je suis sûre qu'elles peuvent être aimées. Je vais cacher, mettre en arrière-plan celles que je juge non désirables et que je n'aime pas d'ailleurs. Donc ça a beaucoup à voir avec les jugements que je porte sur moi-même, sur les parties de moi que je n'aime pas de moi. Donc je ne vais pas les présenter à l'autre de peur d'être rejetée. Voilà. Ce que j'imagine que l'autre pense de moi, je me le dis sur moi-même déjà. Il ne faut pas oublier ça. Donc je prête des intentions à l'autre que l'autre ne peut pas me prendre comme je suis, naturel. C'est pas forcément vrai, c'est ce que j'imagine.
Voilà. Donc ça, c'est le courant des personnes qui pensent que c'est mieux de ne pas tout dévoiler, de garder un jardin secret. Restons dans le mystère. Si je suis une femme mystérieuse, alors j'ai toutes les chances d'être aimée. Et donc, voilà, je crée une ambiance mystérieuse, je dis certaines choses, je ne dis pas d'autres choses. Voilà, il y a des choses, on ne sait pas trop, on maintient le suspense en face, un certain mystère, voilà, une ambiance comme ça. Voilà. Donc c'est ce courant-là. Ça va aussi avec des personnes un peu parano, qui ont tendance à se méfier et qui vont s'imaginer que si je dis tout, on va me manipuler, on va m'avoir, il faut garder un jardin secret. On ne sait jamais. Dangereux. Ici, il y a la notion de l'évaluation d'un danger à tout dire. Si je mets tout sur le tapis, je ne suis pas en sécurité. C'est pour ça que ces personnes pensent comme ça. Hein. Elles ont plein d'arguments, moi j'en connais un paquet, donc elles ont plein d'arguments comme quoi il faut garder un jardin secret, c'est mieux, voilà, restons dans le mystère. Mais il y a aussi souvent une évaluation d'un danger surinterprété. Voilà, ça c'est le courant 1. Le courant 2, d'autres personnes vont dire l'inverse. Moi je fais plutôt partie du courant 2, après je ne suis pas en train de dire qu'il y a quelque chose qui est mieux qu'autre chose, mais on voit apparaître deux courants différents. Le deuxième courant c'est l'inverse. C'est pour vraiment vivre l'intimité au sens de bas les masques et pour aller dans une profondeur dans la relation qui est inouïe, hein, c'est au contraire l'inverse, c'est il faut tout dévoiler, il faut vivre la transparence au bout du bout du bout, c'est-à-dire oser tout dévoiler, être naturel quoi, être complètement ce que je suis à chaque instant et oser le montrer à l'autre, parce que si j'ose le montrer à l'autre, bah, l'autre il va être peut-être en capacité de m'aimer tel que je suis, peut-être pas, mais je prends ce risque en tout cas. Et ça veut dire que je me fais confiance et que je m'aime tel que je suis pour oser prendre le risque de me montrer comme ça à l'autre. Et puis, dans un deuxième temps, c'est aussi, je te donne, en étant en vérité comme ça et en osant être ce que je suis, je te donne la permission d'en faire autant. Plus vous êtes libre d'être ce que vous êtes, il ne faut pas oublier que vous donnez des permissions à l'autre de faire comme vous. Plus vous êtes serré, coincé, plus moins vous osez et plus l'autre se dit « oh là là, c'est un terrain miné, il y a des choses qui se disent, des choses tabous, donc on va quand même pas tout dire, c'est louche, voilà. » Donc vous amenez l'autre sur un terrain miné où vous montrez bien que tout ne peut pas se dire et se montrer. Hein. Donc il y a une force et une puissance à oser être ce qu'on est face à l'autre, quelles que soient les réactions de l'autre en face. Il part en courant parce qu'il ne supporte pas de me voir aux toilettes, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, ou être naturel, quoi. Donc, à ce moment-là, il part en courant, il part en courant. En quoi c'est grave qu'il parte en courant parce qu'il ne me tolère pas? Vous pouvez vous poser la question, hein. Jusqu'où vous allez protéger des parties de vous pour ne pas perdre l'autre? Jusqu'où vous faites ça? C'est un questionnement, hein, je ne vous donne pas de réponse, mais l'idée étant de se questionner là-dessus. Ça, c'est la première chose. Je vais vous donner la définition de l'intimité au sens, dans le concept de l'analyse transactionnelle. Bon, je suis aussi transactionnaliste, j'ai travaillé des années sur cette approche-là, et je trouve la définition de l'intimité dans l'analyse transactionnelle très très intéressante et très éclairante surtout. Alors, je vous la confie. Prenez-en soin. Donc, l'intimité, je vous refais le petit schéma que j'aime bien faire. Donc, voilà, il y a deux personnes, hein, on est en relation. Le parent, alors je vais vous expliquer quand même, hein, pour que ce soit clair. Je mets les petits schémas, là, bon. Donc, il y a ce qu'on appelle ici le parent nourricier. Voilà. C'est une partie de vous, on va dire, c'est une partie de vous, on appelle ça un état du moi, qui a envie de prendre soin de l'autre. Dans la relation, quand on s'aime, en général, c'est une évidence, mais je vous la rappelle, on a envie de contribuer, de prendre soin de l'autre, d'être bienveillant, on n'a pas envie de lui faire du mal, de le faire souffrir, voilà. Ce qu'on appelle le parent nourricier, d'accord? Donc, dans l'intimité, les deux parents nourriciers, hein, vont interagir. Il va y avoir ici, je prends soin de toi, tu prends soin de moi. Voilà, normalement, si je sais que tu prends soin de moi et que je prends soin de toi, alors je peux oser, ici, dans un échange entre mon état du moi enfant, c'est-à-dire ma spontanéité,
et mes émotions, et ton état, et ta spontanéité, et tes émotions, d'échanger librement. Donc il va y avoir une interaction possible d'enfant à enfant, on dit d'enfant libre à enfant libre, parce que je sais que tu prends soin de moi, tu es bienveillant et que je suis bienveillante. C'est pour ça qu'on peut laisser tomber les masques. C'est la condition nécessaire. Si je suis au courant et que je crois vraiment que tu es bienveillant avec moi, que tu ne me veux pas de mal, alors je peux prendre le risque de laisser tomber le masque et d'être dans cette spontanéité avec toi, c'est-à-dire je suis naturelle et détendue et j'ose être tout ce que je suis face à toi. Voilà. Si je me méfie, si j'ai peur que tu ne sois pas bienveillant, que tu me critiques, que tu me juges, que tu me manipules par la suite, que je te dise quelque chose d'intime et que derrière, voilà, t'en fasses quelque chose, eh ben je ne te dis plus rien, parce que ça veut dire que je ne crois pas que tu es bienveillant. Voilà. Mais à partir du moment où vous êtes confiant, et que même si l'autre ne tient pas la route tout le temps, constamment, sur son parent nourricier, eh bien, ce n'est pas grave. C'est-à-dire qu'il est peut-être bienveillant maintenant dans l'instant T, parce qu'il y a des fois, on est bienveillant, on veut faire du bien à l'autre, on est bienveillant. Puis, à l'instant T plus 3, là, dans 3 jours, il sera peut-être moins bienveillant. Mais en tout cas, peu importe, est-ce que vous êtes prêt à prendre le risque d'oser ce type de relation, les masques, je me mets à nu devant toi, quitte, parce que là, il y a du parent bienveillant, et quitte à ce que demain, après-demain, ça change. Parce que l'autre ne peut pas être constamment, tout le temps, dans une posture de bienveillance à 300%. Mais est-ce que ça ne vaut pas, intéressez-vous à ça, hein, est-ce que ça ne vaut pas la peine d'oser se dévoiler et de risquer l'intimité, c'est-à-dire de vivre l'intimité dans le moment présent, quitte à ce que ça change après, tant pis si ça change après. Mais il y a une grande prise de risque et je me fais confiance là-dessus et c'est pas grave si ça change, si le vent tourne. Parce que j'aurais vécu ces moments d'intimité profonde. Plus il y a de l'intimité, plus il y a de la profondeur dans le lien. Plus le lien est ténu, dense, je l'ai déjà dit, je le redis. Parce qu'on ose être face à l'autre tel qu'on est, et donc on est un peu dans quelque chose de très qualitatif. Voilà, on a une qualité relationnelle qui est bien plus haute que quand on parle en superficiel de la pluie de beau temps, de l'organisation du ménage, des enfants, des courses, de ce qu'on a fait hier, avant-hier, aujourd'hui, demain. Voilà. Tout ça, c'est sympa, mais on ne va pas dans l'intime, c'est-à-dire dans nos terres intimes. Ce qu'on appelle l'intime, c'est nos paysages intérieurs. C'est les terres intimes, c'est nos ressentis profonds. C'est ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez l'autre, ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas chez nous, c'est nos qualités et nos défauts, les qualités et les défauts chez l'autre. C'est tout, hein. C'est les ombres et la lumière, mais c'est pas que des choses sympas à dire à l'autre, ou des choses, ou des interactions sur le thème de la logistique et l'intendance. Bon, c'est bien la logistique et l'intendance, mais ça va 5 minutes. Le film qu'on a vu hier, c'est bien, mais bon, c'est pas très intime, quoi. Hein, c'est pas intime. Voilà, donc le niveau d'intimité est en lien avec la qualité du ressenti que j'ose exprimer. Donc ça va, c'est pour ça qu'il le disait, ça va avec la vulnérabilité. Plus j'ose ma vulnérabilité face à toi, et ben plus je suis dans cette qualité d'intimité. Moins j'ose être vulnérable, plus je me veux tenir une image et contrôler une image de la fille parfaite ou de l'homme parfait, moins je suis vulnérable et moins je vais vivre l'intimité. Donc cette affaire d'intimité a beaucoup à voir avec l'estime de soi. C'est imparable. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un sujet précieux, parce que vous avez vraiment envie de vivre l'intimité, on a tous envie de vivre l'intimité, la profondeur, la densité, mettre à nu notre sensibilité, être écouté, être compris de l'autre, voire être deviné par l'autre. Mais qu'est-ce que j'offre à l'autre de moi? Qu'est-ce que je me permets? Si je n'ose pas ma vulnérabilité, comment voulez-vous que l'autre vous découvre sous tous vos angles, quoi? Il va vous voir sur une facette de « je tiens une image ». Une facette forte de vous-même. Mais il n'y a pas d'amour. Il ne peut pas vous aimer, et vous ne vous aimez pas non plus là-dessus. Hein? Voilà. Donc, on ne peut pas vivre l'intimité si et seulement si on ne s'aime pas suffisamment, si on ne se valide pas dans ses qualités et ses défauts, et notamment dans ses qualités. C'est juste pas possible, hein. Si je ne me fais pas confiance et que je ne sais pas que je suis quelqu'un de bien, qui a de la valeur,
à ce moment-là, je ne peux pas offrir à l'autre ce que je juge d'imparfait en moi, puisque je me juge imparfait. Ça, c'est vraiment quelque chose à piger, il y a vraiment quelque chose à comprendre. Et pour moi, le sujet ici est relatif à l'acceptation de nos limites, en fait. Tout ce qui tourne autour de l'intimité, j'offre mon intimité, je reçois de l'intimité, à faire avec à quel moment dans ma vie je vais accepter mes imperfections, à quel moment dans ma vie, en tant qu'être humain, je vais être au courant que j'ai des limites, que je suis totalement imparfait et que je vais aimer ces imperfections, les reconnaître, les honorer et vivre avec pour les offrir à l'autre. Plutôt que de les cacher et de rester dans ce mensonge. Hein. Je ne m'aime pas avec ces soi-disant imperfections, je me juge, je suis un vilain petit canard, l'autre va s'en rendre compte si je lui montre toutes mes, entre guillemets, faiblesses. Les parties que je juge faibles et fragiles. Alors, voilà, donc ça c'est vraiment quelque chose qui, j'en reparlerai peut-être un peu plus tard. Donc, vous voyez bien qu'ici, pour oser la vulnérabilité, ça veut dire arrêter d'avoir honte. Hein, ça a beaucoup à voir avec la honte, la culpabilité de ne pas faire correct, de ne pas être OK, hein, de ne pas être adéquate. On va retrouver ces mots-là qui sont importants, hein, entendez-les. C'est « je crois que je ne suis pas adéquate ». Je suis inadéquate. Donc tant que je crois que je ne suis pas adéquate, à ce moment-là, je ne vais pas m'offrir l'intimité avec l'autre, puisque je ne prends pas le risque d'être ce que je suis. Donc je vais dire, vaut mieux garder un jardin secret, il y a des choses que je peux montrer, pas d'autres, voilà. J'ai une de mes patientes, il n'y a pas très longtemps, une participante, je ne sais plus, qui, dans un de mes groupes, qui me disait comme ça, enfin qui disait au groupe, en étant vraiment affirmée, convaincue, très sûre d'elle, en disant oui mais de toute façon, de source sûre, si je me mets à péter, enfin elle disait pas ça comme ça, je sais plus comment elle l'a dit avec un mot élégant, parce que déjà le mot péter c'est pas très chic, hein, donc c'est pas sophistiqué, donc on peut pas s'autoriser à dire tout et n'importe quoi, voilà. Donc, mais si je fais ça, c'est évident, il n'y a aucun homme qui me prendra avec ça, hein, je vais me faire rejeter, exclu, personne ne pourra vivre avec moi, personne ne veut me garder, voilà. Voilà. Mais elle était vraiment sûre d'elle, hein, sûre d'elle. Donc c'est amusant de voir comment on se convainc, hein, de quelque chose. Et n'oubliez pas une chose, c'est que quand vous croyez quelque chose, quand vous croyez que c'est vrai, vous validez votre croyance, vous allez le vérifier. Donc elle vérifiait effectivement que ça c'était autorisé et péter n'était pas, par exemple, hein, n'était pas autorisé. Fermer la porte des toilettes c'est autorisé, ouvrir la porte des toilettes devant son compagnon n'est pas autorisé. Ronfler, se maquiller, s'épiler, enfin tous les trucs un peu genre intimes quoi, hein, genre juger négativement comme mon Dieu, je vais me faire rejeter si j'ose ça devant l'autre, voilà. Donc voilà, donc ce sont des croyances qui circulent comme ça et qui montrent comment on a été dressé dans l'éducation, hein, pour ne pas être naturel. Parce que n'oubliez pas qu'on a des organes, hein, enfin je veux dire, on ne fait pas exprès d'avoir un système digestif, on ne fait pas exprès d'avoir des météorites, on ne fait pas exprès d'avoir des rots, on ne fait pas exprès de faire caca, on ne fait pas exprès de tout ça. Hein. On est fabriqué de ça aussi. Bon, moi, sinon, ils nous enlèvent les oreilles, ils nous enlèvent les mains, voilà, on est des créatures différentes, mais moi je veux bien, hein, pourquoi pas. Mais on est fabriqué de tout ça. Donc c'est comme, vous n'êtes jamais interrogé là-dessus, moi ça m'a toujours questionné. C'est quand même curieux qu'on adore une partie, on vénère une partie de nous, enfin certains organes, certaines parties, et d'autres on veut les mettre à la poubelle. Hein, c'est exécrable, c'est à cacher, c'est pourri, ça sent mauvais, c'est sale, c'est honteux, c'est dégueulasse, tout ce qu'on veut quoi. C'est très curieux quand même qu'on fasse vraiment la dichotomie. Donc c'est tout le dressage, hein, parce que les enfants tout petits, avant qu'on les dresse, bah, ne sont pas au courant de tout ça. Donc ils sont beaucoup plus naturels et détendus que nous, en fait. Et voilà. Et après, petit à petit, par l'éducation, on leur fait bien comprendre que ça c'est bien, ça c'est mal, et qu'ils ne vont pas être aimés et acceptés. C'est surtout une question d'être acceptés s'ils ne se mettent pas conformes aux règles de la bienséance. Voilà, il y a les choses qui sont convenables, correctes, et d'autres qui ne sont pas dites correctes, donc vous allez risquer l'exclusion et de ne jamais être aimé pour ce que vous êtes. Voilà. Et donc vous allez conserver une belle image de vous-même et tenir une image.
Et l'ego, c'est ça. L'ego, c'est j'ai besoin de tenir une image belle, noble, lumineuse. Voilà, ça c'est l'ego qui tient. On ne va pas se départir de l'ego, mais regardez ça. Hein, regardez jusqu'où vous tenez. Vous avez besoin de contrôler, parce que sinon vous avez honte de certaines parties de vous, et on vous a bien fait comprendre petit que ça n'était pas terrible de montrer tout ça. Là, voilà. Alors, voilà. Juste dire, après je vais oublier, donc, par rapport à cette participante là qui m'avait fait rire, parce qu'elle disait, elle affirmait haut et fort que personne ne pourrait l'aimer en ayant des météorites, hein, puis ça s'appelle comme ça. Hein. Des vents, voilà, météorites, ça s'appelle météorites. Et donc, ça m'amuse, parce que moi, pourquoi je prends cet exemple? Parce que c'est un exemple qui me concerne. Parce que depuis que je suis enfant, moi j'en ai toujours eu des gaz. Et donc, voilà, c'est comme ça. Après, il y en a qui en ont pas, il y en a qui en ont plus, il y en a, voilà, bah, plus ou moins selon, ça dépend ce qu'on mange. Bon, bref, peu importe. Et donc, pendant longtemps, je me suis dit, oh là là, ce garçon qui est tellement beau, mon Dieu, si je veux le garder, j'ai quand même pas intérêt, il faut que je me cache. Alors j'avais mal au ventre, j'en pouvais plus. Comme vous d'ailleurs, je pense, hein, j'imagine que d'être là, vous êtes ballonné, vous savez plus où vous mettre. Bon, mais en même temps, faut tenir, contrôler, parce qu'on sait jamais, faut tenir bon, hein, l'histoire. Voilà. Et bon, j'ai eu la chance de rencontrer des hommes formidables dans ma vie, dont un qui était vraiment pour l'anti-dressage, c'est-à-dire pour la naturalité, c'est-à-dire d'aimer la femme pour la femme qu'elle est, ou l'homme pour l'homme qu'il est, c'est-à-dire vraiment de remettre ça en question sur un autre plan, et donc de me dire mais attends, moi je peux te prendre comme ça aussi, quoi, voilà. Et on en a rigolé, c'est-à-dire qu'à un moment donné c'est devenu, on a traité ça avec de l'humour. Et plus vous mettez de l'humour dans ces affaires-là, plus il y a de la légèreté, de l'autodérision là-dessus, plus vous commencez à vous détendre. Et plus vous allez vérifier que certaines personnes, alors ceux qui sont bien éduqués, bien dressés, tout ça, ils ne vont pas lâcher évidemment, hein, parce que c'est un truc du dressage qui leur vient de loin, mais ceux qui ont été un peu plus dans l'authenticité et moins dressés, vont vous accepter, y compris avec vos météorites. Hein. Et vous allez leur donner la permission, et c'est ce qui se passe, hein. C'est pour ça que je lui avais donné cet exemple à cette participante. Je lui ai dit mais moi ça fait longtemps que j'ai lâché ce truc là, et que je remarque que d'ailleurs en mettant de la légèreté de là-dessus, eh ben, que je donne la permission aux autres d'en faire autant et de se détendre avec ça. Et donc il y a une histoire ici de ce fait, parce que plus vous faites ça, plus vous vous acceptez dans votre intégralité, et moins, plus vous êtes confiant en vous, vous gagnez confiance en vous. Et vous arrêtez de tenir une belle image de vous tout le temps et encore plus. Il y a des choses qui commencent la belle image commence à se fracturer, et vous commencez à oser être vous de plus en plus. Et ça, c'est juste magnifique. Parce qu'il y a une joie à être soi face à l'autre, quelle que soit la réaction de l'autre en face. Quitte à ce qu'il parte en courant, qu'il vous juge, qui vous fasse une critique humiliante. Voilà. Ou alors on lui dit chérie, on va péter ensemble. Par exemple, vous pouvez jouer, mais peu importe, hein, c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein, voilà. J'ai eu d'autres exemples comme ça, parce qu'après, moi j'ai eu plein d'histoires, et donc il y en avait un autre comme ça qui me disait non, on va surtout pas, pour les lois de l'érotisme, hein, on va surtout pas, les toilettes, hein, faut se mettre, ça c'est la activité physique. Quand on va aux toilettes, faut fermer sa porte vite, faut pas qu'on nous entende, faut pas qu'on se voit, parce que sinon il n'y a plus de sensualité, ça tue le désir, c'est un tue-désir, c'est ce qu'on entend. Hein. Voilà. Donc de nouveau, je vous confronte avec ça, est-ce que c'est vraiment vrai? Ça dépend de tes croyances. Est-ce que c'est vraiment vrai qu'il faut garder une certaine image belle, sophistiquée, élégante, etc. pour être aimé? Donc plus les personnes ont ces croyances-là, plus elles vont être dans les fantasmes. C'est ce qui va fabriquer les fantasmes des femmes sexy, voilà, avec des talons hauts, des barésies, des machins, tout ça. Celles-là, elles sont intéressantes, voire excitantes. Mais la femme nue, qui est dans son intégralité, comme ça, juste comme elle est, voire avec son pyjama, ses bigoudis, elle n'est pas intéressante, elle n'est pas désirable. D'accord ? Donc, ces personnes-là vont créer du mystère, mais aussi entretenir beaucoup de fantasmes, et être en incapacité, si vous êtes une femme, d'aimer la femme avec un grand F. Ou si vous êtes une femme, l'homme avec un grand H. Pas la femme qui est devant vous, mais la femme avec un grand F. Dans son entièreté, dans sa naturalité.
Donc ça, c'est avant dressage. Voilà, donc c'est marrant parce que les instituteurs, les profs passent des années à vous dresser et nous, les psychothérapeutes, on passe des années à vous dédresser. Voilà, on fait le travail inverse. Voilà, on déconstruit tout ce qui a été construit. Donc, alors on met des années, hein, parce que l'histoire de tenir l'image, une belle image, c'est vraiment présent chez la plupart d'entre nous. Hein. Il y a vraiment une difficulté à lâcher cette image et à s'autoriser à être de plus en plus soi-même, quitte à déplaire. Voilà. Voilà. Donc l'intimité dans le concept de l'initiation transactionnelle, puisque j'étais là-dessus, c'est je te fais confiance, je peux me mettre à nu, me dévoiler, parce que je sais que tu es bienveillant et tu prends soin de moi et je prends soin de toi, donc on peut se détendre ici, on peut oser ça. Dans ce concept-là, vous allez voir que ce qui est nourrissant, c'est l'échange de signes de reconnaissance. C'est la plus haute manière de récupérer des signes de reconnaissance, c'est-à-dire des caresses verbales et physiques, dans cette interaction d'enfant libre à enfant libre. C'est-à-dire que vous allez partager vos émotions, vos terres intimes, toutes vos émotions, tous vos ressentis, et l'autre peut le faire aussi, et toute votre spontanéité, c'est-à-dire vous réfléchissez pas avant 10 fois pour dire ce que vous pensez tout haut à l'autre. Quand vous voulez contrôler quelque chose, vous passez votre temps à réfléchir, attends, ça je peux dire, ça je peux pas dire, voilà, oui, ça, non. Donc déjà ça prend du temps, hein, parce qu'il y a des tas de jugements qui tournent ici, qui trafiquent et qui laissent passer et qui filtrent certaines pensées et pas d'autres, certaines émotions et pas d'autres. Donc c'est fatigant pour votre organisme de toujours devoir retenir des choses. Voilà. Quand il y a de la fluidité, ben vous vous faites du bien aussi physiologiquement parlant. Vous osez être vous, donc vous fatiguez pas à contrôler des choses, voilà, à retenir. C'est plus détendu, quoi. Hein. C'est important de savoir, hein, parce que ça a des effets bénéfiques sur votre physiologie pure. Hein. Vous gagnez de l'énergie en osant être vous, alors qu'en contrôlant, vous retenez sans cesse, vous êtes vigilant, vous êtes là, oh putain, ça je peux dire, je peux pas dire, cette émotion je peux la laisser apparaître, celle-là pas, voilà, si je suis fâchée, il va me rejeter, si je suis gentille, il va m'aimer, faut pas que je fasse souffrir, faut ceci, faut pas cela. Donc vous cachez la moitié de votre personnalité, hein, et du coup c'est fatigant, faut tenir. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez vous détendre à apparaître tel que vous êtes, quitte à ce que l'autre soit un peu confronté, n'aime pas forcément toutes ces parties-là. Voilà. Si vous vous aimez suffisamment, c'est pas grave. L'autre a le droit de ne pas vous aimer tout le temps. C'est pas dramatique. Voilà. Si vous ne vous aimez pas assez, tout est dramatique. Dès que l'autre est un peu fâché ou vous évalue, vous critique, c'est un drame, vous en faites un drame. Est-ce que vous pouvez le laisser être un peu fâché, un peu critique, un peu pas comme voilà, pas comme vous aimeriez qu'il soit? En quoi c'est grave? Vous avez le plaisir d'être ce que vous êtes. C'est génial. Est-ce que je peux oser être moi, quelle que soit la réaction de l'autre, hein? Comme si l'autre était un miroir de moi. C'est-à-dire, je suis avec un double de moi-même, et donc je suis moi face à moi-même. Voilà. Alors, donc ça, c'est vraiment une question qui va permettre l'intimité au sens de la profondeur de l'intime. Autre chose aussi que je voulais dire et que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette intimité émotionnelle, si je ne me l'autorise pas, c'est qu'il y a de la honte derrière. Bon, la honte, c'est quoi? C'est une émotion qui est archi empoisonnée, hein. C'est une des plus empoisonnées, hein, des plus toxiques. Il y a la honte et la culpabilité, deux émotions très lourdes qui plombent l'être humain. Donc la honte, ça existe. Pourquoi ça existe? Parce que enfant, quelqu'un vous a fait honte. Enfin, oui, quelqu'un vous a pointé du doigt, une tierce personne est arrivée, un adulte en général, et a dit c'est pas bien ça, c'est sale, c'est mauvais, t'es mauvaise, t'es une mauvaise personne. Sinon, vous n'auriez jamais eu honte. Hein. On s'est moqué de vous, ou on vous a fait croire que vous étiez inadéquate. Voilà. Et c'est un grand général ou un camarade de classe. En tout cas, il y a eu vexation, humiliation, et la croyance s'est formée, je ne suis pas adéquate. Donc, pour m'en sortir,
pour être comme les autres, pour être acceptée, je vais me rendre adéquate. Et je vais former l'identité, j'ai honte d'être comme je suis, donc je vais me protéger en ne mettant pas tout sur le tapis. Je vais cacher des parties de moi. C'est comme ça qu'on fabrique une image idéale de soi. Hein, important de le comprendre. Et la contre-identité, c'est je me construis avec ça, c'est ce qui va renforcer l'identité. J'ai honte d'être moi. La contre-identité, c'est je suis fière de tenir une belle image. Je dis que c'est mieux de cacher des choses, de maintenir un suspense, un mystère, c'est sensuel, c'est érotique, je crois que c'est vrai. Voilà. Plus je suis fière de cacher, plus je méprise les gens qui sont ordinaires, sont dans cette banalité, dans cette ordinaireté, qui mettent tout, qui disent tout, voilà, c'est pas très joli, c'est pas esthétique, c'est pas sophistiqué, plus je renforce mon identité. Faut pas oublier ça. Hein. C'est intéressant, hein. Plus je méprise et je suis fière de tenir une belle image, plus je renforce la croyance, c'est bien d'avoir honte. J'ai honte, et je continue d'avoir honte. Je ne change rien dans mes modes opératoires. Vous me suivez là? Ouais, ça c'est vraiment important, hein, parce qu'il y a toute une partie de la population qui est vraiment avec ça. Je suis fière d'être comme ça, ne changeons rien. Les autres sont pas ok. Hein. Ceux qui maintiennent pas le mystère, ceux qui montrent tout, ils sont ordinaires, voilà. Ils vont tuer le désir, c'est pas bien. Voilà. Maintenons une image, protégeons des parties. Voilà. C'est important d'entendre ça. Donc jusqu'où je me protège? Jusqu'où je continue avec ça? Vous pouvez vous poser la question. Hein. Parce qu'en faisant ça, vous ne vivrez pas l'intimité émotionnelle dans cette qualité que j'ai nommée. Hein. Voilà. Après, il y a à distinguer, je parlais de l'intimité émotionnelle qui est de l'ordre de la confidence, hein, jusqu'où je me livre hein, dans mes terres intimes, de l'intimité physique. Donc l'intimité physique, c'est l'intimité géographique, partage du territoire, l'intimité, voilà, le territoire, le lit, mon espace, ma chambre, mon bureau, tous ces trucs-là, ma maison, mes affaires, jusqu'où je prête mes affaires, hein, donc c'est l'intimité physique. La sexualité aussi, qui est une intimité physique. Hein. On peut, je vous rappelle, être... on peut donner son corps, mais pas son cœur, ni son âme. Donc on peut être dans une intimité physique sans être dans une intimité émotionnelle. On peut ne pas être proche tout en donnant son corps. Il y en a plein qui le vivent. Hein. C'est une affaire mécanique. Hein, on est en dessous de la ceinture. Donc je donnerai une conférence sur les clivés de l'amour, hein, ceux qui coupent cœur, sexe. Hein. Mais voilà, donc l'intimité physique, c'est pas parce que je suis intime physiquement que je laisse l'autre s'approcher de moi, me toucher, me caresser, voire me pénétrer, qu'il y a une intimité du cœur, que je livre tout. Je peux être très peu impliquée en étant très intime physiquement, soi-disant. Et l'inverse est vrai aussi. Je peux être extrêmement, genre je donne tout, je donne, y a des personnes qui vont dire je ne peux pas me donner physiquement si je donne pas tout de moi, si je ne me donne pas entièrement. Voilà, donc l'inverse est vrai. Donc il y en a qui ne peuvent pas donner leur corps sans donner leur cœur et leur âme. Voilà, et d'autres c'est l'inverse. Il y en a qui sont fermés, coupés, et qui préfèrent donner leur cœur, mais pas l'intimité, c'est-à-dire pas livrer grand-chose, pas être très impliqué. Donc tout dépend de comment vous êtes fabriqué. Évidemment, ce qui va être le plus délicieux à goûter, c'est l'intimité totale, c'est-à-dire et je donne mon cœur, et je donne mon âme, et je me donne totalement dans tout ce qui existe et qui me traverse en moi, et je te l'offre, et tu peux me l'offrir. Voilà. Ça, c'est ce qu'il y a de plus délicieux. Mais encore faut-il ne pas avoir peur. Parce que si j'ai des peurs et des blessures antérieures, je ne vais pas oser tout donner. Je vais garder des bouts. Oui, je vais garder des bouts. Voilà. Donc regardez hein, jusqu'où vous vous autorisez ou pas à tout donner, y compris l'intime de l'intime, jusqu'où vous êtes en méfiance. Et en étant adulte
méfiant, vous vous empêchez de vivre l'intimité. C'est normal que ça existe parce qu'enfant, vous avez été certainement blessé ou même adolescent. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore valable de continuer de se méfier comme ça, toujours et encore, à ne pas tout dévoiler? Et donc de vivre cette intimité, beaucoup des corps et des cœurs et des âmes, quoi. On dit ça comme ça. Hein. Ce qu'on appelle la communion. Voilà. Donc l'intimité, savoir aussi avec la communion. Communion des corps, j'aime bien cette expression, des cœurs et des âmes. C'est joli, c'est noble. Hein, voilà. J'ai trouvé aussi une description des 5 niveaux de l'intimité. Peut-être intéressant que vous le sachiez. Il y a 5 niveaux différents. Du plus faible au plus fort. Hein. Donc vous pouvez regarder, vous situer en général jusqu'à quel niveau ça va pour vous. En fonction des personnes que vous rencontrez, voilà, il y a des personnes avec qui vous avez plus confiance que d'autres, donc en général vous augmentez le niveau d'intimité, mais il y a quand même des personnes qui font très peu confiance en quiconque. Hein. Donc jusqu'où je m'autorise l'intimité, 5 niveaux. Premier niveau, je parle de la pluie et du beau temps, des couches culottes, des voitures, voilà, des trucs comme ça, de la politique, bon, voilà, de ce que j'ai fait aujourd'hui, la logistique, tout ça. Donc ça, c'est le niveau le plus faible dans les conversations. Je m'autorise que ça, d'accord? On monte un peu d'un niveau d'intimité, on augmente un peu le niveau. Je partage mes opinions. Ah, moi sur la politique, voilà, je pense ça, toi tu penses ça, voilà, ok. Donc on partage des opinions. Ça veut dire qu'on prend le risque de se mettre en conflit, d'être en désaccord. D'accord? Donc on augmente le niveau d'intimité déjà ici. Hein. Donc je défends mes opinions contre les tiennes. Donc on peut se friter. Donc on augmente le niveau d'intimité. J'ose me confronter à toi. 3e niveau d'intimité, je partage mes propres opinions. Je pense que, tu penses que, nous pensons pas pareil. Et donc voilà, je partage des choses qui sont différentes des tiennes. Et je peux partager ça avec toi. 4e niveau d'intimité, c'est je partage mes sentiments. Alors là, on augmente vraiment d'un cran. Hein. Je partage mes sentiments, mes émotions. Il y a des personnes qui n'accèdent jamais à ça. Hein. Il y a des personnes vraiment qui sont coupées et qui ont beaucoup de mal à nommer, sentir leurs émotions et les exprimer à l'autre. Ces personnes-là, on va dire qu'elles ont une injonction qui s'appelle « ne sois pas proche ». Elles ont appris et engrammé dans leur disque dur à ne pas être proche, ne pas être en proximité. Être trop proche de l'autre est dangereux. Si je suis trop proche, je risque d'être rejetée, d'être critiquée. Voilà. Donc je ne vais pas être proche. Peut-être que dans leur famille, les parents, le modèle familial était comme ça. Il n'y avait pas d'émotions qui circulaient, on ne nommait pas les émotions, on était froid. On parlait de la pluie, du beau temps, mais on parlait de plein de choses, mais surtout pas de nos émotions. Hein, on n'avait pas le droit de les exprimer et de les faire circuler. Donc l'enfant construit dans une famille comme ça apprend à ce que les émotions soient tabous. Donc il va les conserver à l'intérieur et ne jamais pouvoir les mettre sur le tapis. Voilà. Donc évidemment, il y a une histoire ici de couplage entre nommer les émotions et les exprimer, c'est dangereux. Et c'est ça qu'il faut déconstruire. Hein. Voilà. Donc je partage mes sentiments et mes expériences, donc j'augmente mon niveau d'intimité avec l'autre. Je te dis voilà, que je suis triste, que là je suis fâchée, que là je suis en colère, que là voilà, j'ai vécu ça, etc. Et ici, dans le dernier niveau d'intimité, je partage mes besoins, mes terres intimes, mes émotions, mes désirs les plus intimes. Enfin, je partage tout, quoi. Voilà, là, je mets tout sur le tapis. Voilà, donc pour en arriver là, évidemment, vous avez compris qu'il faut déconstruire un certain nombre de programmes que nous avons engrammés. Et puis, deuxième point,
à connaître, c'est que si par exemple, vous avez fait un travail sur vous, et que vous êtes à l'aise, vous êtes par exemple au niveau 5, et que vous relationnez avec une personne qui est au niveau 2 ou 3, ben c'est celui qui est en l'étage inférieur qui gagne. Ben oui, c'est logique. Ben c'est logique parce que celui-là, il ne peut pas aller plus loin. Il ne peut pas se permettre. Donc vous êtes freiné sur l'étage inférieur. Parce que même si vous dévoilez tout et vous lui donnez quelques permissions, lui, s'il est encore bloqué dans « Ah ben quand même c'est dangereux, je vais quand même pas tout dire voilà, ben, ça restera comme ça. Hein. Et donc vous ne pouvez pas relationner dans l'intimité avec quelqu'un qui ne se l'autorise pas. Vous allez être coincé. Donc la question qui va se poser, c'est avec qui vous êtes en relation, avec qui vous faites couple. Est-ce que cette personne est en face de vous ou est-ce qu'elle est en miroir, hein? Bien souvent, vous allez voir sur votre chemin de vie, vous rencontrez des personnes qui sont au même niveau que vous. Tant que vous n'osez pas grimper sur les échelons, vous rencontrez des personnes avec qui vous allez vivre un niveau assez faible d'intimité. Et c'est normal, l'autre est en miroir. Le jour où vous commencez à lâcher des choses sur vous et à vous autoriser à vous dévoiler face à l'autre, à prendre le risque de déplaire et d'être rejeté, alors à ce moment-là, vous allez rencontrer des personnes qui peuvent aussi vivre beaucoup plus l'intimité. Ça se fait comme ça. Donc voilà. Parce que ceux qui sont déjà au niveau 5, et si vous êtes au niveau 2, ils ne vont pas vous garder longtemps, ça ne va pas les intéresser. Ils vont aller voir d'autres personnes qui, elles, sont déjà au niveau 5. Donc ici, ça a beaucoup à voir avec l'estime de soi. Comment je me fais confiance, comment je fais confiance en la vie, comment je fais confiance en l'autre, pour me permettre d'être simplement ce que je suis, en toute simplicité, en toute naturalité. Comment je suis détendue et naturelle, telle que je suis. Voilà. Et c'est pour ça que ça a à voir avec les limites. Hein, j'ai dit, hein. Si je suis dans une acceptation profonde de mes limites, alors je baisse la garde. Si je suis en lutte contre les imperfections, si je quête l'absolu, si je quête la perfection, ben je suis à contre-courant de la vie, hein, parce que la vie présente des imperfections tout le temps. Hein, et donc je ne veux pas ça, je résiste contre ce que la vie me présente, qui est l'imperfection. Les miennes, celles des autres, celles du système. Donc jusqu'où je me mets en contre-courant, jusqu'où j'accepte ce qui est là, qui est vivant. Hein. La disharmonie, c'est l'harmonie. La banalité, c'est l'extraordinaire. Nietzsche disait très justement, moi j'aime beaucoup, hein, il disait que les gens qui sont raffinés au niveau esthétique sont ceux qui ont compris que la beauté est dans le lait. Voilà. Dans toute chose que je regarde, si je peux voir de la beauté et de la grâce dans tous les objets qui s'animent devant moi, alors je touche la grâce de l'existence. Si je vois le beau que dans le beau, je ne suis pas raffinée, je ne peux pas toucher grand-chose, je suis limitée. Donc est-ce que vous avez cette capacité à faire de l'ordinaire l'extraordinaire? Donc il y a quelque chose à intégrer, mais vraiment profondément, sur je fais corps avec les limites que la vie me présente en moi, autour de moi, tout le temps. Pour moi, c'est le chemin le plus... je pense que c'est le chemin de notre vie. Voilà. Si on a vraiment quelque chose à travailler, à comprendre, à cheminer, c'est cette affaire des limites et d'accepter nos limites, d'accepter les limites de l'être humain, l'imparfait que nous sommes, et d'arrêter de se battre contre ça. Voilà. Mais totalement, hein, c'est vraiment un truc, je me détends profondément avec ça, et je vois combien je ne veux pas, je veux être parfait, je veux présenter des belles parties, je veux tenir mon image, j'ai besoin d'être aimé. Est-ce que c'est vraiment vrai? Revenez sur cette croyance fondamentale qui est: je crois que j'ai besoin d'aimer, d'être aimé.
Et donc pour être aimé, j'ai besoin de tenir une image noble, jolie, belle, etc. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'aimer, d'être aimé? On peut gagner, hein. En tant qu'adulte, hein, je ne parle pas des petits, hein, des enfants petits. Les enfants petits, oui. Est-ce qu'en tant qu'adulte, vous avez vraiment besoin d'aimer, d'être aimé? Si vous lâchez cette croyance, est-ce que vous avez autant besoin de tenir une belle image de vous-même? Regardez, hein, questionnez-vous. Hein. Voilà. Je vais faire un petit point parce que je suis en train de remarquer que j'oubliais de parler du partage du territoire. Parce qu'on est sur, après, on est sur l'intimité physique. Donc l'intimité physique géographique, il y a des personnes qui vont se sentir en sécurité à partager l'espace, hein, le même territoire, et d'autres qui au contraire vont se sentir intrusés, vont se sentir envahis dans leur espace. Donc j'ai mon bureau, t'as ton bureau, j'ai ma chambre, t'as ta chambre, voilà, ça peut être vécu comme ça. Ça peut être source de conflit de partager le même territoire, comme ça peut être source de sécurité. Donc la question se pose, moi je ne sais pas ce qui est bon pour vous, mais jusqu'où je laisse l'autre pénétrer dans mon territoire? Jusqu'où je me sens, jusqu'où je pose mes limites, jusqu'où je m'adapte à l'autre ou me suradapte pour être aimé, toujours pareil, hein, et jusqu'où je respecte mon territoire. Ma chambre c'est ma chambre, ta chambre c'est ta chambre. Il n'y a pas de problème à faire lit à part. Hein. Pour moi, le couple était inventé à créer à chaque instant. Hein. Ça peut changer tout le temps. Donc, il n'y a pas de problème à ne pas faire comme les autres. Il y a juste à voir qu'est-ce qui est le plus adéquat pour vous, qu'est-ce qui vous correspond le plus. Et jusqu'où vous vous adaptez pour faire soit comme tout le monde, soit pour plaire à la personne en face. Ou pour vous mettre soi-disant en sécurité. Mais quelque part, vous vous coupez de vous. Vous rejetez hein, en faisant ça. Donc, jusqu'où vous êtes en accord avec vous pour partager votre espace. Voilà, sentez-le, hein. C'est une affaire de ressenti. Plus je me sens, plus je suis à l'écoute de moi, moins j'ai peur de perdre l'autre, moins j'ai peur qu'il ne soit pas content, et plus je me respecte, plus je me positionne, et plus l'autre se positionne. Voilà, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, l'autre, il ne partage pas la même chambre, il ne partage pas la même chambre. Après, il peut y avoir les questions dans l'histoire de territoire, et les territoires, on est dans la survie, on est dans le biologique, hein. Les histoires de territoire, c'est comme les animaux. Hein. C'est mon territoire, c'est mon espace, c'est ton territoire. Tu rentres dans mon territoire, sors de mon territoire. On est vraiment dans ces trucs-là. Hein. C'est très, très mammifère, ce truc. Hein. Donc écoutez-vous là-dedans. Mon conseil, c'est écoutez-vous là-dedans. Hein. Parce que si vous êtes dans une violence à ne pas vous respecter, vous allez le faire payer à l'autre. Hein. Voilà. C'est violent de ne pas s'écouter. Donc respectez-vous d'abord et puis vous verrez bien ce qui se passera derrière. C'est vraiment important. On est sur le chemin de la bienveillance avec soi, hein, toujours. Après, il y a les histoires de... toujours pareil, quels sont les sujets tabous dont je ne veux pas parler ou qui me sont difficiles à aborder. Par exemple, l'argent. L'argent peut être un sujet difficile, puisqu'on parle d'intimité. Ça peut être compliqué de parler d'argent avec son partenaire. Comme si c'était intime, comme si c'était sale, comme si c'était dangereux, comme si c'était... c'est un sujet qui peut fâcher, voilà. Mais c'est important parce que tous les sujets tabous, que ce soit la sexualité, que ce soit l'argent, que ce soit je ne sais pas quoi, plus les sujets sont tabous, moins ils sont mis sur le tapis, plus ils sont dans l'ombre, plus ils vont ressurgir à un moment donné avec violence. Parce que vous faites payer, ils sont par en dessous. Donc vous n'avez aucun intérêt à les maintenir tabous comme ça, secrets. Il vaut mieux, à un moment donné, dire « bon, j'ose pas parler de l'argent par exemple, mais il faut qu'on en parle ». Donc mettons ça, carte sur table, on va voir comment on négocie nos histoires d'argent, qu'on a en commun, pas en commun, voilà. Mais en parler. Arrêtez d'avoir peur, comme des souris, effrayées, et de mettre des sujets tabous. Pareil pour la sexualité, hein. Qu'est-ce qu'on dit sur nous de la sexualité? Qu'est-ce qu'on n'ose pas dire? Qu'est-ce qu'on cache? À chaque fois qu'on cache, ça va revenir en boomerang. Donc intéressez-vous au sujet dit tabou pour vous. Et regardez de quel endroit ça part que c'est tabou. Il peut y en avoir d'autres, hein, je sais pas, la sexualité. En général, c'est sexualité, argent, c'est les deux sujets assez chauds qu'on met sous le tapis. Il peut y en avoir d'autres, mais après, chacun ses goûts. Hein, hein? Ah oui, oui, alors après, on a effectivement
tout ce qui est vu sans appétence, non séduisant, hein, donc rôter, péter, ronfler, s'apprêter, aller aux toilettes, enfin des choses comme ça. Voilà, se maquiller, se raser, je sais pas quoi, se laver les dents, selon vos niveaux d'éducation, il y a des choses qui sont basiques que vous n'allez pas oser montrer devant l'autre. Voilà. Alors, moi, ça me fait sourire parce que jusqu'où vous êtes conscient de ça. Regardez-vous faire, hein, regardez-vous vivre. Regardez quand vous êtes avec quelqu'un que vous aimez, jusqu'où vous vous cachez pour vous laver les dents, pour faire pipi, pour je sais pas quoi, voilà. Fermez vos portes, vous descendez, voilà. C'est rigolo, hein, c'est vraiment amusant. Jusqu'où je me cache, jusqu'où je me rends invisible. Sachant que l'invisibilité, c'est une manière qu'ont les animaux et nous, les humains, de survivre. Je me rends invisible, c'est comme ça que j'ai survécu. Hein? Donc vous voyez comment c'est biologique cette affaire-là. La violence, c'est pareil. Oui. Les gens, ils se cachent. Oui, ben, on se cache aussi, elle disait, sur l'habillement, qu'est-ce qu'on met, voilà. Donc plus je veux être élégant, soigné, apprêté, séduisant, et plus je suis fière, ce que je disais tout à l'heure, hein, plus je suis fière d'être soignée, convenable, plus je renforce mon identité de la honte. Ça veut dire que j'ai vraiment très honte. En dessous, j'ai très honte. Donc je renforce l'image de quelqu'un qui est élégant, soigné, sophistiqué, tata. Donc il y a des choses que je ne ferai pas devant l'autre. On ne peut pas m'aimer avec ça. Voilà. Donc quand je crois que je vais me faire rejeter, qui est-ce que je rejette? C'est moi. Toujours, toujours, toujours. Je me rejette parce que je crois que l'autre va me rejeter. Et je prête des intentions à l'autre d'être quelqu'un qui va me rejeter, qui ne peut pas m'aimer comme je suis. Mais c'est moi que je rejette d'abord. Vous comprenez ce truc? C'est important de saisir, hein, c'est vraiment un truc. Hein. Quand je crois que je vais me faire rejeter, quand j'imagine que c'est moi que je rejette d'abord. Voilà. Voilà. Donc, je me quitte pour ne pas être quittée. Et oui, c'est malheureux, mais c'est comme ça. C'est même désastreux. Voilà. C'est fou, mais c'est comme ça que ça se passe hein, dans le réel. Donc regardez, est-ce que vous allez un jour arrêter de vous quitter? Donc vraiment de commencer à... J'aime pas le mot s'aimer, parce que s'aimer, c'est un peu mode d'emploi, comment s'aimer soi-même. Je sais pas s'aimer, mais de vous accueillir avec tendresse, hein, dans tout ce que vous êtes, voilà. D'être authentique, quoi, d'arrêter de jouer un jeu, d'assumer votre réputation qui sera sur la place publique et qui ne sera pas une réputation d'un honnête homme ou d'une honnête femme. Hein. Après, on est envahi et imprégné de la culture judéo-chrétienne, donc il y a des bonnes conduites, des femmes de bonne vie, de bonne conduite et des femmes de mauvaise vie aussi, hein, ou des hommes qui ont une conduite sainte et des hommes qui ont une conduite non sainte. Donc on a affaire avec ça, regardez jusqu'où vous êtes imprégné de ce truc-là. Et jusqu'où ça marche dans vos conditionnements pour ne pas être vous. Voilà, regardez, vous ne vivrez pas l'intimité tant que vous êtes avec ces affaires de sainteté. Propre, sale, pur, impur, bonne conduite, mauvaise conduite. Il n'y aura pas d'intimité possible. Vous ne pourrez pas vous l'offrir. Alors, je vais vous laisser, ça me plaît beaucoup que vous soyez intéressés à ce sujet d'ailleurs, donc je vais vous laisser, tiens tu vas venir ici, vous exprimer, t'écoutes avec les deux micros, bah, prends les deux, ouais. Et les secrets de famille, les secrets, Approche le micro. les secrets de famille, ce qu'on n'ose pas dire à l'autre, ça fait partie aussi de l'intimité. Alors, elle a dit les secrets de famille. Bah oui, tout ce qui a été découvert, les travaux qui sont très intéressants hein, sur la notion des secrets transgénérationnels ont mis à jour justement le fait que plus il y a de secrets de polychinelle, sur souvent des choses qui ne sont pas forcément extraordinaires. Hein. Il y a eu des abus, il y a eu des viols, il y a eu
des vols, il y a eu des criminels, il y a eu ce qu'il y a eu en fait. Hein. Mais c'est mis sous cap parce que c'est vu comme quelque chose à l'époque de criminel, de vraiment mauvaise conduite. C'était vraiment, on ne pouvait pas l'assumer. Hein. Et donc les bâtards, tout ça, vous savez, tous ces secrets de Polichinelle là qui sont conservés, voilà, bon bref. Et du coup, effectivement, pèse sur les descendants. On le sait ça maintenant, ça a des conséquences sur les descendants, c'est tous les secrets transgénérationnels. Et plus ils sont maintenus tabous toujours et encore chez les descendants, plus c'est chargé. Et plus c'est chargé, plus c'est mis dans l'ombre, et plus les symptômes sont forts. C'est-à-dire les descendants vont avoir des symptômes physiques, psychiques, sans savoir à quoi c'est relatif. Donc évidemment, aujourd'hui, il y a tout un courant dans le transgénérationnel qui vise à cesser ces secrets de famille et à les enquêter et à les mettre carte sur table, c'est-à-dire à dire arrêtons, banalisons-les, rendez-les ordinaires. Il y a eu des viols, il y a eu des viols, il y a eu des guerres, il y a eu des guerres, il y a eu de la famine, il y a eu de la famine, il y a eu des bâtards, il y a eu des bâtards, il y a eu ce qu'il y a eu. Personne n'a fait exprès à ce moment-là, ça a été fait comme ça parce que ça ne pouvait pas être autrement. Mais arrêtons de conserver des tabous là-dessus parce que ça charge et ça garde cette charge du secret de famille. Et dans les secrets comme par exemple l'adultère, tout ça, est-ce qu'après ça peut avoir un impact sur la santé quand on garde des secrets voilà, sur la longueur du temps? Ouais. Est-ce que ça peut avoir un impact? Alors oui, ça c'est le sujet du mensonge. Par exemple, je suis quelqu'un entre guillemets d'infidèle, ça veut dire que je suis dans un contrat de fidélité avec quelqu'un, enfin je lui ai dit que j'allais être fidèle dans le sens exclusif, et je trahis le contrat, donc je rappelle quand même, à chaque fois je le dis, qu'il y a 70 personnes qui fonctionnent ainsi, dans ce qu'on appelle le clivage, c'est-à-dire je compartimente ma vie, j'ai ma vie fidèle, un contrat de fidélité à la clé, et à côté de ça, j'ai en sous-marin une relation dans le mensonge que je compartimente. D'accord ? Et je ne raconte pas, c'est pas transparent. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des dégâts? C'était ça ta question? Des dégâts sur la santé, des dégâts... pour les personnes qui clivent, le clivage, c'est se couper d'une partie de soi. Donc c'est une double personnalité. Hein. Je suis un tel à la maison et je suis un tel avec ma maîtresse, par exemple. Je suis deux personnes, en fait. Hein. Il y a des personnes qui vont doubler leur nom, en fait, voilà, des choses comme ça. Hein. C'est une doublure de l'identité. Et je ne fais pas circuler de l'un à l'autre. Hein. Donc il y a une coupure, une scission comme ça, qui maintient un verrouillage. Donc tant que, c'est un mécanisme de défense, hein, tant que je maintiens le clivage, ben, je suis dans la coupure. C'est comme si j'étais deux personnes différentes. Et quelque part, je fonctionne avec ce mécanisme de défense. Il ne faut pas qu'il y ait un bug. Un bug, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est découvert, etc. Parce que là... il y a tous les verrous qui sautent, et puis il ne faut pas qu'il y ait trop de culpabilité. Si la personne, elle culpabilise à mort de trahir son contrat, à un moment donné, elle va souffrir et sa santé va en prendre un coup. Parce qu'elle se fait du mal avec je ne devrais pas, je suis responsable, je n'arrive pas à me maintenir dans mon rôle de fidèle époux, alors que je devrais, mais je suis imparfait, je n'y arrive pas. Voilà, je suis dans le mensonge, c'est mal, c'est péché. Hein. Genre une mauvaise note sur mon karma. Voilà, tout ce truc-là, voilà, c'est tout ce beans. Donc, je sais pas, moi, à un moment donné, est-ce que je peux lâcher les masques ou pas? On sait rien. Selon, mais il peut y avoir effectivement des dégâts par rapport à la culpabilité et au verrouillage. Parce que plus je me verrouille, plus je suis clivée, plus je mets de l'énergie dans mes systèmes de défense. Donc toute cette énergie utilisée à me défendre, à me protéger, elle n'est pas mise ailleurs. Je ne suis pas disponible à ce qui est là. Hein. Je passe mon temps à mentir, à vérifier que personne ne sait tout, à contrôler, à me contrôler, à ne pas faire passer des infos. Donc je mets de l'énergie dedans. Donc ça fatigue l'organisme. J'utilise cette énergie là-dessus. Pendant ce temps-là, je ne vis pas autre chose. C'est pas cool. Hein, voilà. À chaque fois que vous êtes sur un thème, vous mettez de l'énergie dedans. Hein.
Donc l'énergie vitale n'est pas disponible à outrance. À un moment donné, il y a des fuites d'énergie. Hein. Plus on met des systèmes défensifs en place, moins on a de fluidité. Moins on est disponible et présent à ce qui se passe, puisque l'énergie est mise au service des systèmes de défense, de protection. Hein. On contrôle. Donc plus je contrôle et moins je suis là. Ben oui, c'est évident, mais bon. Donc, est-ce que je peux me laisser aller le courant, voilà. Ça a l'air facile en théorie, c'est le travail de thérapie qu'on fait. Hein. C'est pas la baguette magique non plus. Hein. Est-ce que je peux me laisser aller? Oui. Dans la théorie, ça paraît joli. Dans la pratique, c'est souvent compliqué. Parce que je protège quelque chose. Hein. Voilà. Ouais, vas-y. Attends. Ou je vais reformuler peut-être, sinon, vas-y. Parle dans les deux. Tu parles dans les deux, voilà, c'est bien. Vas-y, vas-y. Ah oui, d'accord. Ok. Donc, quand on va voir des thérapeutes, par exemple, beaucoup de personnes, bon, je ne parle pas, beaucoup de personnes vont parler de leur passé, de leur, s'il y a eu des attouchements sexuels, des autres. Et j'ai l'impression que je connais des personnes qui font des thérapies depuis très très longtemps et que c'est pas évolutif. Et quand je les observe, c'est comme si elles fouillaient dans le linge sale sans arrêt. Et ce linge sale, il est remis dans la poubelle. Donc, en fait, c'est ce que je perçois de ces personnes qui vont voir des thérapeutes qui vont toujours parler de leur passé, de leurs difficultés. Est-ce que tu en penses? Merci de la question. Bon, je suis thérapeute aussi, hein, donc donc c'est vrai, c'est faux. Ça peut être vrai pour certaines personnes qui, et je le dis parfois à certains de mes patients, à un moment donné, notamment en thérapie de couple, hein, je le dis, mais à un moment donné, arrêtez de vous mettre le nez sur le nombril et à vous introspecter, à parler de la relation toujours et encore, et de tous les contentieux, et de parler sur la relation plutôt que de vivre la relation. À un moment donné, c'est cérébral, quoi. Donc il ne se vit plus rien, parce que plus rien n'est disponible dans l'instant si on passe son temps à s'introspecter, à analyser, à décortiquer, voilà. Bon, à un moment donné, c'est too much. Donc on est toujours ici dans une affaire plutôt d'équilibre. Jusqu'où je m'introspecte, et en faisant par exemple un travail de thérapie ou une démarche autre, hein, développement personnel ou autre, jusqu'où je m'introspecte et je découvre des choses et des trésors qui me mettent en chemin et qui me permettent d'élargir des options et d'être plus épanouie, jusqu'où je m'enferme là-dedans, jusqu'où je crois que je vais passer ma vie à me regarder le nombril et à me questionner, à croire qu'un jour je vais me libérer et me guérir de tout, et que je vais être parfait, et qu'à ce moment-là j'aurai le droit au bonheur. On est de nouveau en regard avec cette quête de la perfection et de l'absolu. Je crois qu'un jour, en faisant des années de thérapie, peut-être enfin je vais me libérer de tout. Et à chaque fois que j'ai des patients qui touchent ça, à chaque fois je leur dis attention, attention, il y a des choses qui sont tellement grammées dans la structure, dans votre ossature, qu'il ne s'agit pas de vous en libérer totalement. Il s'agit de les accueillir avec tendresse. Tout ce qu'on peut changer, on va essayer de le changer, jusqu'à un certain point. Et ce qui est inchangeable n'est pas grave, c'est pas grave. Pas grave, vous allez les prendre comme un bébé, vous allez bercer ça. Vous accueillir là-dedans, comme un... voilà, ma petite chérie, t'es encore avec ça, il y a encore ça qui pointe son bout du nez. Te voilà reparti avec cette envie, cette peur de perdre l'autre, de te méfier, de ne pas oser être intime. Voilà, c'est là. Ben, c'est pas grave, vous ne pourrez pas être parfait dans l'intimité non plus. Hein. Donc on va éviter à un moment donné de se faire la guerre en étant dans cette acceptation des limites. Et que la thérapie, c'est autant limité que tout et n'importe quoi, comme l'éveil. On ne touchera pas à l'éveil constamment. Et quand vous regardez bien autour de vous, vous allez un jour peut-être remarquer qu'on est tous semblables et que même les personnes que vous admirez le plus, soi-disant des maîtres spirituels, soi-disant des personnages politiques qui sont impressionnants, enfin, toutes les personnes que vous mettez sur un piédestal qui soi-disant sont idéales,
sont exactement à la même enseigne que vous, mais pas plus ni moins. Elles n'ont rien de mieux que vous. Sont les mêmes. C'est juste que vous les idéalisez parce que vous ne voyez que les apparences. Vous ne voyez pas que derrière, elles ont des tensions, elles ont des humeurs, elles ont des complexes, elles ont de la colère, elles ont de la joie, elles ont de la tristesse, elles ont de la honte, elles ont tout ça. Elles ont tout ça. Elles sont exactement à la même enseigne que vous. C'est le même formatage. Mais vous, vous n'y croyez pas. Vous pensez qu'il y en a qui sont arrivés au bout du bout et que constamment elles sont en zone zénitude, éveil, libération, perfection. Ça, c'est juste pas possible. C'est juste une idée que vous vous faites, une illusion. Donc quand vous avez pigé ce truc-là, eh ben, vous êtes plus tranquille en disant bah oui, je peux admirer cette personne, mais c'est un double de moi-même. À un autre endroit, quand elle est dans sa famille, elle n'est pas ni plus ni mieux ni moins que moi, c'est la même. Voilà, c'est tout. C'est un humain parmi tant d'autres. Il y a vraiment ce truc d'acceptation profonde de nos limites, hein, parce que cette personne que vous admirez est autant limitée que vous. C'est juste que vous ne voulez pas le voir. Vous préférez imaginer qu'elle est meilleure. Elle est arrivée, pas vous. Voilà. Voilà. Et toutes ces clés que je vous donne sont des clés qui permettent un agrandissement d'une détente, d'une plus grande tranquillité intérieure. On n'en aura jamais fini avec notre image, parce qu'on aura toujours envie, tant qu'on sera sur Terre, à mon avis, de vouloir tenir une image et d'avoir besoin de contrôler quelque chose, mais on ne va pas se faire la guerre avec ça plus. C'est-à-dire qu'on va aussi accepter qu'il y a une partie de nous qui a besoin de contrôler. Ce qu'on appelle l'ego. Et donc accepter ça, c'est aussi se détendre. Voilà. De nouveau, est-ce que je peux tout accepter, tout ce qui vient? Voilà. C'est toujours pareil. On est limité, hein. On ne va pas se débarrasser de l'ego. Hein. Voilà. Une autre question? Ouais, je vois qu'il y a des... Oula, il y a plusieurs questions. Donc, on va faire dans l'ordre. Vous passez le micro ou vous la dites et puis je la répète en même temps, c'est bien aussi. Okay. Bon, on ne vous entend pas, hein, donc je vais passer le micro. Je vais la répéter. On m'entend? Merci. Donc la question c'est un peu flou. Tout à l'heure vous parliez du fait qu'on devait être soi-même et qu'on devait s'accepter, etc. C'est l'imperfection. Et puis moi je me dis mais jusqu'à quel moment on peut s'accepter, parce que s'accepter c'est une chose, s'accueillir s'aimer et tout, c'est bien, mais quand même même si on est adulte, jeune adulte ou vieil adulte, peu importe, on a quand même des choses à apprendre dans cette vie avant de finir sa vie. Et on doit quand même progresser, évoluer. Donc jusqu'à quel point on va faire n'importe quoi devant n'importe qui, devant son compagnon, ses compagnes. Il va falloir se dire attends là tu vas trop loin. C'est pas bon quoi. C'est la première chose. Et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, à un instant, sur un maître spirituel ou une personne qui peut être adulée ou mise sur un piédestal. Ces personnes-là, à un moment donné, ils ont quand même une formation, ils ont réfléchi, ils ont appris des choses, ils sont dans une perfection émotionnelle, spirituelle, peu importe. En tout cas, ils ont développé des choses qui sont intéressantes pour... Mais tu peux utiliser les deux micros, merci. Ah bon? Oui, c'est mieux. Et donc, ces gens-là, certaines personnes, ont des choses à nous montrer, à nous apprendre. Et on est, sans se limiter, on est quand même petit par rapport à des gens comme ça. J'adore cette question. J'adore ta question. Je me réjouis de cette question. J'adore cette question. C'est une très bonne question qui est très grand public. C'est une question qu'on entend très souvent. Donc, je vais quand même essayer de reformuler parce qu'on a entendu à la caméra. Il y avait dans ta phrase, enfin dans ton développement, l'idée que il faut aller vers une progression, une évolution,
et qu'on ne peut pas tout afficher, voilà, tout se permettre sur la voie publique et avec son compagnon, ça c'est le petit 1. Et le petit 2, il y avait l'histoire de... pareil, hein, il y a des personnes qui sont plus... qui ont appris des choses plus parfaites et donc elles méritent que nous soyons leurs disciples ou je sais pas quoi, enfin un truc comme ça, que nous apprenions d'elles, un truc dans le genre. Donc ici il y a une croyance qui est déjà sous-jacente à ce que tu dis, qui est la croyance que dans la vie il faut évoluer, il faut progresser, il faut aller vers quelque chose qui va nous amener vers un meilleur, on ne sait pas quoi, mais un meilleur de nous-mêmes. Donc c'est intéressant d'entendre le vocabulaire utilisé aussi, hein, progresser, évoluer, aller vers du meilleur. Certains y sont arrivés, pas d'autres. Donc apprenons d'eux. Je ne dis pas que c'est faux, hein. C'est intéressant aussi de pratiquer, d'utiliser des rituels, d'utiliser des enseignements, etc. Mais quand c'est exploité par rapport à la racine qui est je veux aller à du meilleur, je quête le meilleur, ça veut dire qu'il y a un chemin pour y arriver, et je crois que le jour où je suis arrivée, super, ça y est, je suis libre, je suis éveillée, je suis au top, je suis dans le bonheur constant, et tout ira bien pour moi dans cette perfection-là. Et essayez de courir après. Parce que même d'ailleurs c'est ce qui prône d'ailleurs la plupart des maîtres spirituels, hein, si vous avez un peu travaillé avec des maîtres spirituels, en général ce qui prône c'est ça, c'est de dire la plus grande chose que je peux vous transmettre, c'est l'humilité, c'est que je ne sais rien, que il n'y a pas de perfection, il y a rien à, voilà, il y a rien qui fera qu'un jour vous serez là-haut, si ce n'est quand vous serez peut-être décimé, hein. Mais avant, sur le passage terrestre, tant que vous quêtez la perfection, vous courez après quelque chose. Vous vous rendez compte que ça, pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là, votre énergie, elle est au service de quoi? D'une perfection ultime plus tard, que vous croyez être vôtre un jour. Donc vous avez un objectif visé. Et il y a beaucoup aujourd'hui d'enseignants d'ailleurs qui le disent haut et fort, qui disent ne cherchez pas à faire comme moi, essayez plutôt de voir par vous-même qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce qui vous met en joie, plutôt qu'essayer de faire des efforts, de devenir des êtres parfaits, parce que la perfection n'est pas de ce monde. Et est-ce que c'est vrai qu'on est là pour évoluer? Questionnez. Est-ce qu'on est vraiment là pour progresser, évoluer? C'est quoi cette histoire? D'où ça vous vient que vous avez entendu ça quelque part? Est-ce que c'est vrai que la vie a un sens et qu'il faut donner du sens à la vie? Moi, j'en sais rien. Questionnez-vous. Qu'est-ce qui vous fait courir? Tant que vous ne remettez pas en doute ces questions-là, vous courez derrière ça. Parce que vous les pensez comme vraies. Questionnez-vous à la racine. Dans la Kabbale, qui est quelque chose que je trouve extrêmement intéressant, la seule chose qui compte, c'est la question. La question est vivante. La réponse ferme. La question ouvre à l'infini. Et dans la question, on retrouve l'absolu, on retrouve l'infiniment grand. Dans la réponse, on retrouve l'étroitesse, on retrouve la fermeture, on retrouve le relatif. Donc, la vérité dans la question et dans le chercheur, elle n'est pas dans la réponse. Tant que vous croyez qu'il y a une réponse quelque part, que quelqu'un va vous donner une réponse, quelqu'un que vous admirez, vous êtes cuit, vous êtes attrapé, agrippé. Pendant ce temps-là, vous ne vivez pas grand-chose. C'est ma conviction. Moi, je ne cherche pas à vous dire... même ça peut être mis en question. Hein. Mais c'est toujours des croyances. Hein. Après quoi je cours? Alors, pour le revenir au couple, puisque là, on partait dans l'histoire, je suis sur l'histoire de la relation amoureuse, hein, on va faire pour simplifier. Si je crois que, moi, profondément, pour l'avoir vécu dans mon expérience, hein, à chaque fois que je me fais avoir là-dedans, à chaque fois que je suis avec quelqu'un, un homme, et que je me mets à me mettre en quatre pour lui plaire, et que je m'adapte, ben, à chaque fois, l'intimité est faible. Et donc, je vais vivre assez les choses en superficiel.
À chaque fois que j'ose me dévoiler, je gagne en joie d'être moi déjà, et si l'autre ne peut pas me prendre avec ça, au revoir, c'est pas très grave. Et je n'ai jamais remarqué que c'était un tu-désir. Tu sais, le truc du ça tue le désir, je fais pipi devant lui. Moi, je m'amuse beaucoup à jouer à ça. Hein. Je marque mon territoire, je fais pipi partout. C'est vrai en plus. Si. Ah, moi, je trouve ça très drôle. Bah, pas partout, mais si tu veux, quand on est au camping, bah oui, tu vois. Bah aussi, oui. Bah. Mais je vais m'autoriser des choses parce que justement, je vais trouver intéressant d'aller dans le contre-courant, c'est-à-dire d'aller contre ce truc, de faire des expériences inverses à ce qu'on s'imagine par rapport à la pudeur. Quand il y a de la honte, il y a de la pudeur. Je suis dans la pudeur, donc je suis pudique sur mes émotions, sur mes comportements, voilà. Donc, expérimenter l'inverse, juste pour voir ce que ça fait. Changer la pudeur en non-pudeur, en l'impudeur. Amusez-vous, c'est aussi marrant de jouer la pudeur que l'impudeur. Pour pouvoir être libre d'être dans les deux, on s'en fout que vous soyez pudique ou impudique, c'est pas très important. C'est être libre de circuler. Je peux être pudique ou impudique. Je peux être ni l'un ni l'autre d'ailleurs. Mais je suis pas attachée à la pudeur. Voilà. Alors, je sais pas. J'ai une petite histoire à vous raconter. La dernière fois, je suis allée au meeting et j'avais vachement envie de faire pipi. Donc, je vais dans un endroit, il y a des voitures et je me planque derrière une voiture pour faire pipi. Et juste, les gens, ils arrivent pour prendre la voiture. Alors, qu'est-ce que vous auriez fait? Ben, je ne me suis pas démontée, j'ai dit attendez, ne partez pas. Donc voilà, ils ont attendu que je fasse pipi pour partir. Et après, ben, j'ai remonté ma culotte, et puis là, ils attendaient, et puis après je leur ai dit allez, au revoir et bonne soirée. Et ils ont rigolé, et moi aussi. Voilà. Voilà. Bon, il y en a d'autres qui jouent avec la pudeur et l'impudeur. Voilà. Après, bon, dans certaines, n'allez pas au bout de ces arguments, parce que dans certaines, si vous travaillez en entreprise, si vous travaillez dans certains contextes, il y a des règles du jeu. Hein, donc voilà, après, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. Vous n'allez pas changer l'environnement. L'environnement, il est tel qu'il est. Hein, mais jusqu'où j'ose des choses que dans certains environnements, ça ne se fait pas. Notamment, moi qui travaille aussi beaucoup en entreprise. Hein, donc il y a cet aspect de la maîtrise des émotions. En entreprise, on ne monte pas ses émotions. On tient. On ne va pas être faible. Hein, donc jusqu'où c'est vrai, de nouveau. Jusqu'où on peut s'autoriser, jusqu'où ça fait des ordres. Voilà. C'est toujours intéressant de voir dans quel contexte vous vivez, qu'est-ce que vous vous offrez et jusqu'où c'est possible d'être toujours un peu plus relaxé. Voilà. Parce qu'à la fin du compte, hein, quand vous ferez un bilan de vie là, à la fin de votre vie, qu'est-ce que vous allez revoir apparaître? Vous savez, les derniers moments de vie, on fait des bilans là. Donc ça va très vite hein, et on a des touches très rapides hein, sur les moments importants, les moments marquants émotionnellement de notre vie. C'est pas ça qui va apparaître. Hein. C'est pas ces histoires de j'ai contrôlé, j'ai pas contrôlé. C'est au contraire tout comme dans une peinture d'impressionniste, tous les moments que vous avez touchés émotionnellement qui étaient forts et qui vous ont apporté quelque chose, qui vous ont fait toucher une certaine grâce. C'est pas tout ce que vous avez contrôlé, tous les efforts que vous avez marqués pour obtenir des objectifs, réaliser, atteindre des buts, tout ça, ça disparaît. C'est pas ça qui reste à la fin de vie. C'est des touches comme ça, de moments clés, d'instants, un peu prégnants comme ça. Voilà, affaire à suivre. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet magnifique qu'est l'intimité? Attends, bouge pas. Hop là. On prend les deux. Hein. J'ai été surpris de ne pas atteindre le mot psychorigidité. Psychorigidité? C'est un autre discours. Est-ce que toutes les barrières positionnées, finalement, ce n'est pas de la psychorigidité? Ça peut être similaire un petit peu. Oui. Oui, c'est un mot que j'ai pas utilisé parce que j'y ai pas pensé, mais
j'ai plutôt parlé de contrôle. Dès que je cherche à contrôler, à me contrôler, il y a une rigidité qui apparaît. Parce que j'ai parlé de système défensif. Hein. C'est la même chose. C'est ce qu'on appelle la psychorigidité. Hein. Je mets en place un système de défense, je me protège contre une forme de danger imaginaire. Et donc, je dis pas tout, je me méfie, je clive, je projette sur l'autre des choses qu'il n'est pas, enfin tous ces trucs-là. Et ça, c'est une forme de rigidité, oui. C'est pour ça que je parlais de fatigue de l'organisme, parce que plus je tiens des choses, plus je contrôle et plus je suis fatiguée en fait à tenir. Mais c'est de la psychorigidité. Oui. C'est un autre terme. Mais... Donc il y a des personnes qui sont très contrôlantes. On ne peut pas leur en vouloir. Plus vous contrôlez, plus vous contrôlez les autres, plus vous êtes traumatisé. Hein. Vous le savez, je vous l'ai déjà dit 50 fois, ben, je le redis encore une 51e fois. C'est en lien avec les conséquences de nos traumatismes. Une fois qu'on a subi un trauma, petit t ou grand t, il va y avoir une peur de revenir à l'impuissance et donc un besoin de maîtriser. À partir d'aujourd'hui, on ne m'aura plus. Je vais maîtriser et contrôler. Voilà. Donc c'est normal qu'on ait des besoins de contrôler les uns et les autres, plus ou moins forts selon vos vécus. C'est pour ça que j'ai dit on n'en aura jamais fini avec l'ego et on aura toujours une partie de nous qui aura besoin de contrôler quelque chose. Et c'est pas grave, ça aussi c'est accueillir. Hein. On lâchera pas tout totalement, tout le temps, définitivement. C'est juste normal aussi. Ça peut être le traumatisme. Ce que j'appelle un traumatisme, c'est petit t, grand t. Petit t, c'est un petit trauma, une vexation, une humiliation, un blâme, une mauvaise note, un truc comme ça. Et un grand T, c'est quand c'est souvent répété. Dans les traumas du développement, par exemple, alors ça peut être ton père t'insultait ou il te rejetait régulièrement, voilà, ou il était froid avec toi, alors c'était régulier, donc ça fait un grand T. Ou alors un accident de voiture, voilà, ou des catastrophes où tu as été témoin d'un truc horrible, où tu t'es fait agresser, où tu t'es fait violer, donc ça c'est les grands T. Voilà. Mais tout de manière résiduelle, à chaque fois, il y a une fragmentation de l'organisme qui laisse des conséquences au niveau psychique, au niveau cognitif et au niveau du comportement. Donc on va commencer à avoir des troubles du comportement, des croyances un peu dysfonctionnelles et du besoin de contrôler. Donc c'est juste normal, c'est légitime en tout cas. Après, le travail de thérapie, il sert justement à commencer à lâcher un peu ce contrôle, c'est-à-dire à laisser les choses se faire, à laisser aller, à relaxer. Voilà. À se détendre un peu, c'est pour ça que ceux qui vont mieux, c'est ceux qui ont moins besoin de tenir une réputation, de tenir une image. Ils sont plus cool, quoi. Voilà. D'autres questions dans l'auditoire ? Bon, donc si vous n'avez pas d'autres questions, voilà, on va s'arrêter là. Sachez que j'ai un groupe le 31 mai que je mets en place, qui est un groupe thérapie et formation, un petit groupe fermé sur Vive la relation amoureuse, qui reprendra les thèmes de mes conférences une fois par mois sur 2 heures le soir, de 20h à 22h, à Castelnau. Donc il y a encore quelques places, mais pas beaucoup. Ensuite, il y a des stages que je co-anime. Il y en a un en juillet et un en août maintenant dans les Cévennes, où on va travailler sur les clés de la thérapie et les clés des enseignements spirituels, puisque ça apporte aussi beaucoup d'éclairage et d'ouverture. Voilà, donc, et puis sinon, vous retrouvez d'autres conférences que je vais donner sur mon site. Il y en aura une le mois prochain sur les amours estivales. Voilà, je crois que c'est ça. Après, je ne sais plus trop ce que je vais faire, mais il me semble que c'est ça. Donc, merci de me suivre. Sinon, vous allez vous retrouverez, comme ça a été enregistré, cette vidéo sur ma chaîne ou sur mon site. Vous faites mon nom, hein, vous faites Véronique Kohn, K-O-H-N, sur Google, et vous tombez sur mon site ou sur ma chaîne YouTube.
Vous pouvez même vous abonner, vous avez toutes les conférences que j'ai données en vidéo ou les articles que j'ai écrits dessus. Voilà. Vous pouvez retrouver, diffuser si vous aimez, c'est avec plaisir hein, que je diffuse ce que je fais. Voilà. Donc merci à vous, puis j'espère à une prochaine fois en tout cas pour vous suivre. Voilà.